Tu n'es pas de la famille. Dégage. Mon frère, Teren, cracha ces mots avec un tel venin qu'ils semblèrent planer dans l'air, longtemps après qu'il les eut prononcés. Il ne se contenta pas de les dire. Il se pencha par-dessus la nappe blanche immaculée, ses yeux brûlants d'un mélange d'arrogance et de dégoût, et repoussa violemment mon assiette d'entrée. Le craquement sec et violent de la porcelaine blanche, résonnant à travers la pièce, est un son que je n'oublierai jamais, au grand jamais. Elle se brisa contre le parquet poli, projetant des morceaux déchiquetés de porcelaine coûteuse et de nourriture étalée, qui glissèrent jusqu'au bout de mes chaussures Oxford en cuir. La douce et élégante musique de jazz, jouant en arrière-plan, sembla se figer complètement. Le joyeux bavardage du restaurant s'éteignit en un instant. Cette table est réservée aux VIP et aux vrais membres de la famille seulement, ajouta-t-il, pointant un doigt vers l'espace sombre et exigu, près des portes de la cuisine. Je restai là, complètement paralysé. La chaleur me monta au cou et s'installa dans mes joues, brûlante comme un feu ardent. 40 paires d'yeux se tournèrent pour me fixer. J'entendis les rires étouffés, faibles, de certains de nos parents éloignés, assis plus loin à la longue table. Ils trouvaient cela amusant. Ils pensaient que mon humiliation était le divertissement de la soirée. Je levai lentement les yeux, traversant la table, pour regarder ma mère, Deline. Je voulais qu'elle dise quelque chose. N'importe quoi. Au lieu de cela, elle se contenta de prendre une lente et délibérée gorgée de son coûteux chardonnay, ajusta son collier de perles, et détourna la tête. Elle fixa un tableau sur le mur, faisant semblant d'admirer les coups de pinceau, agissant comme si je n'existais même pas. Mon père, Desmond, lâche qu'il est, garda les yeux rivés sur ses genoux, soudainement fasciné par le tissu de sa serviette. Personne, pas une seule personne, ne prit ma défense. Pas une seule voix ne s'objecta. Mon nom est Alden. J'ai 34 ans. Je travaille comme directeur logistique pour une immense entreprise de chaîne d'approvisionnement de plusieurs millions de dollars sur la côte est. Toute ma vie professionnelle est construite autour de l'analyse de données massives, de l'optimisation des itinéraires d'expédition, de la résolution de problèmes incroyablement complexes sous une pression immense, et de l'élimination impitoyable des maillons inefficaces de la chaîne. Je gère des crises aux enjeux élevés chaque jour de ma vie. Et je suis connu dans mon industrie comme un homme de raison, de chiffres froids, et de calme absolu. Mais à cet instant précis, debout devant mon propre sang, dans un restaurant de luxe, je me sentais comme un fantôme invisible, sans valeur, un petit garçon effrayé qui n'était jamais assez bien. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'acheter ma place dans le cœur de ma famille. J'ai joué le rôle pathétique de la banque silencieuse, du contact d'urgence, du plan de secours fiable. J'étais le gars qui payait les factures de services publics en retard quand les choses se compliquaient. Celui qui réglait les embrouilles juridiques, celui qui se présentait toujours tôt et partait tard. Mais rien de tout cela n'avait d'importance pour eux. Je n'étais pas un fils ou un frère. J'étais juste un distributeur automatique de billets ambulants et respirants. Teren, d'un autre côté, avait 29 ans et était l'enfant chéri incontesté du foyer. Il se qualifiait agressivement de fondateur de start-up technologiques et de visionnaire des crypto-monnaies, ce qui n'était, en réalité, qu'une façon moderne et fantaisiste de dire qu'il dépensait l'argent durement gagné d'autres personnes tout en vivant gratuitement dans sa chambre d'enfance. Il avait déjà fait faillite avec 2 entreprises distinctes, laissant derrière lui une traînée d'entrepreneurs impayés et d'investisseurs en colère. Pourtant, mes parents adoraient la terre sur laquelle il marchait. Il était bruyant, incroyablement charismatique, et dangereusement doué pour la manipulation émotionnelle. Son arrogance écrasante n'était rien de plus qu'un masque bon marché et fin, cachant ses immenses insécurités et son incompétence. Mais mes parents achetaient cette grande illusion à chaque fois. En regardant les morceaux brisés de l'assiette reposant près de mes chaussures, quelque chose a fait tilt en moi, dans ma poitrine. Ce n'était pas une explosion de colère enflammée. C'était une prise de conscience froide, tranquille et terrifiante. Le sang ne fait pas la famille. Parfois, le sang n'est qu'un contrat toxique et contraignant dans lequel on est forcé à la naissance, sans son consentement. Et en cette nuit particulière, en regardant le visage souriant d'un air suffisant de mon frère et les dos tournés de mes parents, j'ai finalement réalisé qu'il était temps de résilier définitivement ce contrat. J'avais été invisible pour eux pendant bien trop longtemps. Mais mon invisibilité était sur le point de devenir la couverture silencieuse parfaite, pour regarder leur château de cartes factice et scintillant s'effondrer. Comment exactement me suis-je retrouvé debout devant une assiette brisée, lors du somptueux dîner de fiançailles de mon frère?
Et plus important encore, qu'allais-je faire quand l'addition arriverait? Pour vraiment comprendre la folie absolue de cette nuit-là, je dois vous ramener exactement 3 semaines avant le dîner. J'étais assis dans mon bureau d'angle, fixant une montagne de rapports logistiques trimestriels sur mes 2 écrans, lorsque mon téléphone vibra sur le bureau. L'identification de l'appelant afficha le nom de ma mère. Au moment où j'ai répondu à l'appel, j'ai immédiatement entendu ce ton écœurant de douceur, excessivement enthousiaste, qu'elle n'utilise que lorsqu'elle est sur le point de demander de l'argent. « Alden, mon chéri », gazouilla-t-elle à travers le haut-parleur, sa voix dégoulinant de chaleur artificielle. « J'ai la nouvelle la plus merveilleuse. Térène va enfin se fiancer à Sabine. Nous organisons un magnifique dîner de fiançailles intime à l'Obsidian, au centre-ville. Ce sera si élégant, une vraie étape pour notre famille. Mais Alden, le restaurant a cette règle idiote et frustrante. Ils ont besoin d'une carte de crédit premium avec un excellent score de crédit juste pour réserver la salle privée. Pourrais-tu être un amour et nous verser les $2500 de dépôt? Nous te rembourserons au plus tard vendredi prochain. Je te le promets absolument. J'ai arrêté de taper. J'ai fixé le curseur clignotant sur l'écran de mon ordinateur et j'ai laissé échapper un long et lourd soupir qui sembla venir du plus profond de mon âme. Nous te rembourserons. Cette phrase spécifique était le plus grand, le plus constant mensonge de toute l'histoire de notre famille. Je savais avec une certitude mathématique absolue que je ne reverrais plus jamais ces $2500. C'était un coup irrécupérable dès l'instant de sa demande. Mais quand même, malgré toute ma logique, ma main se glissa lentement dans la poche de ma veste pour mon portefeuille. Pourquoi? Parce que l'enfant désespéré, solitaire, mal aimé, enfoui au plus profond de moi, pensait que peut-être, juste peut-être, si je payais ce grand dîner, il me regarderait enfin à travers la table et dirait « Nous t'apprécions, Alden. Nous t'aimons ». Alors que je tenais le plastique froid de ma carte de crédit, mon esprit s'égara instantanément vers ce que j'appelle cyniquement mon musée personnel de la douleur. Les souvenirs me frappèrent comme des coups physiques et lourds à la poitrine. Je me souvenais d'avoir exactement 18 ans, de travailler des équipes de nuit exténuantes et glaciales dans un immense entrepôt de distribution. Je passais des heures à soulever de lourds cartons, respirant les gaz d'échappement, les vapeurs et la poussière, juste pour payer mes propres frais de scolarité au collège communautaire. Quand mon dos me faisait si mal que je pouvais à peine me tenir debout, j'ai demandé à mes parents juste un peu d'aide financière pour acheter mes manuels de biologie. Ma mère me regarda avec des yeux froids et dit que les temps étaient simplement trop durs et que je devais apprendre à être un homme. Mais le lendemain matin, une toute nouvelle et brillante Ford Mustang était garée dans notre allée. Il l'avait achetée pour Térène comme récompense, pour avoir à peine obtenu son diplôme de lycée avec des notes moyennes. Ils avaient l'argent, juste pas pour moi. Puis il y eut le souvenir agonisant d'une fois où j'avais 28 ans. Je m'étais épuisé à la tâche, essayant de décrocher ma première promotion majeure en entreprise, travaillant des semaines de 80 heures jusqu'à ce que mon corps lâche. Je m'étais effondré et avais été transporté d'urgence à l'hôpital pour un épuisement physique sévère et une légère alerte cardiaque terrifiante. Je suis resté allongé dans ce lit d'hôpital stérile et glacial pendant 4 jours. Les machines émettaient des bips constants, résonnant dans la pièce vide. Personne ne vint me rendre visite, pas une seule fois. Quand je me suis enfin senti assez fort pour ouvrir les réseaux sociaux sur mon téléphone, la première chose sur mon fil d'actualité était une photo de mes parents et de Térène, tous souriant vivement sur une plage de sable blanc et ensoleillée à Cancun. Ils avaient pris des vacances en famille spontanée pour célébrer la nouvelle idée de start-up de Térène, une idée qu'ils avaient financée en contractant secrètement une deuxième hypothèque sur la maison où j'avais grandi. Et puis, bien sûr, il y avait les $15 000 de dette de carte de crédit que j'avais discrètement et secrètement remboursé pour mes parents il y a seulement 3 ans. La banque menaçait de saisir leur voiture et d'inscrire une hypothèque sur leur propriété. J'étais intervenu, j'avais réglé la dette et je n'avais jamais demandé de remerciement. J'ai toujours donné. Ils ont toujours pris. C'était la seule dynamique que nous ayons jamais connue. Vous êtes-vous déjà retrouvé à agir comme le plan de secours permanent pour votre propre famille? La personne invisible. Ils ne semblent se souvenir de vous que lorsque leurs comptes bancaires sont à sec et que les agences de recouvrement commencent à appeler. Vous êtes-vous déjà menti à vous-même dans le miroir, pensant que si vous sacrifiez juste un peu plus de votre argent, de votre temps ou de votre dignité, ils vous donneront enfin l'amour que vous méritez? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Parce que pendant 34 longues années, je croyais sincèrement être le seul idiot sur Terre à vivre comme ça.
J'ai sorti ma carte de crédit d'entreprise premium, tapé les 16 chiffres dans le portail en ligne sécurisé du restaurant et cliqué sur confirmer. 2500 $ s'évanouirent de mon compte courant en une fraction de seconde. J'ai fermé les yeux. Je croyais sincèrement acheter une place légitime et respectée à la table familiale. Je pensais que j'allais enfin être inclus dans leur cercle intime. Je n'aurais pas pu me tromper davantage. Lorsque la soirée du dîner de fiançailles arriva enfin, je ressentis en fait une rare et naïve étincelle d'espoir flottant dans ma poitrine. J'ai quitté le bureau tôt et j'ai pris mon temps pour me préparer dans mon appartement. J'ai enfilé un costume bleu marine foncé parfaitement taillé que je gardais habituellement pour les réunions de conseil d'administration massive. J'ai noué une cravate en soie, poli mes chaussures de ville jusqu'à ce qu'elles reflètent la lumière comme du verre noir, et porté ma lourde montre mécanique préférée. Je voulais avoir l'air réussi, fiable et digne de leur respect. Sur le chemin du lieu, je me suis même arrêté dans une boutique de luxe et j'ai acheté une superbe paire de flûtes à champagne en cristal baccarat comme cadeau de mariage pour Thérène et Sabine. Elles étaient livrées dans une lourde et magnifique boîte cramoisie, enveloppée d'un ruban de soie. Elles étaient incroyablement chères, mais je voulais que tout soit parfait pour la grande soirée de mon frère. Je suis arrivé à l'Obsidian exactement à 6h45 du soir. L'Obsidian était un restaurant légendaire en rooftop, en centre-ville. Il était célèbre pour ses vues panoramiques époustouflantes sur la ville, ses immenses lustres en cristal et son atmosphère exclusive et intimidante qui criait l'argent ancien et le statut élevé. J'ai remis mes clés de voiture au voiturier, j'ai pris une grande inspiration stabilisatrice, et je suis entré. L'ascenseur m'a emmené au dernier étage, et quand les portes se sont ouvertes, la douce et élégante mélodie d'un groupe de jazz live a flotté dans l'air frais du soir. La section privée du restaurant, que ma mère avait réservée, était magnifiquement décorée. Il y avait d'immenses centres de tables floraux de roses blanches sur chaque surface et des centaines de bougies flottantes se reflétant sur les murs de verre. Thérène était déjà là, tenant un grand verre de champagne coûteux. Il portait un ridicule costume en velours bordeaux sur mesure. Ses cheveux étaient gominés avec trop de gel coûteux. Il riait bruyamment, dominant agressivement la conversation et faisant de la lèche au père de Sabine, Gideon. Or, Gideon était un homme avec qui il ne fallait absolument pas plaisanter. Il avait 58 ans, un homme robuste, autodidacte, qui avait commencé sa carrière comme un humble charpentier sans le sou et avait inlassablement construit une immense chaîne de quincailleries multi-États, en partant de zéro. Il avait des mains épaisses et fortement calleuses, une mâchoire carrée, et des yeux vifs et observateurs qui semblaient voir à travers les gens. C'était un homme qui accordait une grande valeur au travail acharné, à l'honnêteté et à la transparence, avant tout le reste. Thérène, bien sûr, essayait désespérément de l'impressionner en lançant des mots à la mode vides de sens sur les algorithmes de crypto-monnaie, la mise à l'échelle du capital risque et les investisseurs providentiels. Regarder Thérène essayer d'escroquer un homme réellement prospère me tordait l'estomac. J'ai ajusté ma veste, tenant la lourde boîte cadeau en cristal baccarat serrée sous mon bras, et j'ai marché vers la magnifique, incroyablement longue table à manger, dressée au centre même de la pièce. Elle était recouverte de nappes blanches immaculées et lourdes, de couverts en argent étincelant, et de verres à vin poli. J'ai commencé à longer lentement la table, regardant les belles cartes de nom imprimées en relief doré, reposant délicatement au centre de chaque assiette. J'ai vu les cartes pour la famille de Sabine. J'ai vu les cartes pour mes parents. J'ai vu des cartes pour les odieux amis de beuverie du collège de Thérène. J'ai même vu une carte de nom pour un cousin éloigné au second degré, que je n'avais pas vu depuis plus de 10 ans. Mais alors que j'atteignais l'extrémité de l'immense table, mon cœur tomba directement dans mon estomac. J'ai compté les chaises. Il y avait exactement 40 chaises pour 40 invités. Et pas une seule de ces belles cartes en relief doré n'avait le nom d'Alden imprimé dessus. J'ai ressenti une soudaine sensation d'oppression suffocante dans ma poitrine. L'air semblait se raréfier. Je suis resté là, regardant autour de moi, confus, tenant toujours la lourde boîte cadeau dans mes mains comme un idiot. J'ai aperçu ma mère, debout près du bar, discutant joyeusement avec la riche tante de Sabine. Je me suis approché d'elle, la tapotant doucement sur l'épaule. « Excuse-moi, maman » ai-je dit doucement, faisant de mon mieux pour ne pas faire de scène ni élever la voix. « Où est ma place ?» J'ai regardé la table, mais je pense qu'il y a eu une erreur d'impression. Ma mère cessa de sourire dès l'instant où elle vit mon visage. La chaleur disparut de ses yeux, remplacée par un regard froid et irrité. Elle se pencha et me lança un chuchotement dur et agacé. « Alden,
j'ai complètement oublié de t'ajouter au plan de table final avec le traiteur. Nous avons dû faire de la place pour l'oncle de Sabine. Va juste trouver une place vide quelque part à l'arrière. Et s'il te plaît, ne gâche pas l'humeur de ton frère ce soir en ramenant tout à toi. » Avant même que je puisse assimiler le manque de respect absolu et écrasant l'âme de cette déclaration, j'ai senti une lourde main agressive me claquer sur l'épaule. Je me suis retourné lentement. C'était Teren. Il tenait son verre de champagne à moitié vide, me toisant de haut en bas avec ce sourire suffisant familier, cruel et profondément satisfaisant qu'il avait perfectionné au cours de 29 années à me torturer. Il se préparait pleinement à infliger l'humiliation publique ultime, et il voulait s'assurer d'avoir un public pour me voir craquer. Que allait-il faire exactement? Cela nous ramène directement à l'assiette en porcelaine brisée sur le sol. Après que Teren eut repoussé agressivement mon plat d'entrée de la table, m'eut hurlé de dégager, et eut déclaré à voix haute que je n'étais pas de la vraie famille, toute la pièce devint complètement, étrangement mortellement silencieuse. Le groupe de jazz a littéralement cessé de jouer de ses instruments. On pouvait entendre la glace fondre dans les verres à cocktail. Je restais là, entouré des débris de ma propre dignité. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas donné un coup de poing à son visage suffisant. Je n'ai même pas ouvert la bouche pour me défendre. Des décennies passées à être émotionnellement rabaissé, manipulé, et entraîné à être le souffre-douleur de la famille m'avaient conditionné à simplement ravaler ma fierté pour maintenir la paix. Je me suis lentement penché, mes genoux craquant légèrement, m'assurant absolument de ne pas me couper les mains nues sur les éclats de porcelaine déchiquetés. J'ai ramassé la lourde boîte cramoisie contenant les verres en cristal baccarat, enlevé un morceau de nourriture du ruban, et me suis relevé. J'ai tourné le dos aux 40 personnes qui me fixaient activement comme si j'étais un animal de cirque. Et j'ai commencé la plus longue marche de ma vie vers l'arrière du restaurant, exactement là où Teren avait pointé son doigt. Caché dans un coin sombre et mal éclairé, juste à côté des lourdes portes battantes en métal de la cuisine et d'une énorme poubelle industrielle grise, se trouvait une seule chaise en plastique, fragile et sale. C'était clairement un endroit désigné où les serveurs et les plongeurs épuisés prenaient leur pause cigarette cachée de 5 minutes. L'odeur nauséabonde de nourriture pourrie, de bière aigre et de zeste de citron jeté se mélangeait terriblement à l'arôme riche et luxueux de l'huile de truffe coûteuse et du steak grillé, flottant depuis la salle à manger principale. J'ai posé ma coûteuse boîte cadeau sur le sol collant et taché, je me suis assis sur la chaise en plastique dur, et j'ai plié silencieusement mes mains sur mes genoux. Je suis resté dans ce coin sombre et humiliant pendant 2 heures angoissantes. Le temps s'écoulait incroyablement lentement, chaque seconde ressemblant à un poids physique pesant sur mes épaules. Les serveurs passaient constamment devant moi en courant, portant d'énormes plateaux de nourriture chaude, heurtant fréquemment mes genoux avec leur tablier et ne prenant même pas la peine de s'excuser. J'ai demandé à l'un des plus jeunes aides de salle un simple verre d'eau du robinet. C'était la seule chose que l'on m'ait servi et la seule chose que j'ai consommée de toute la nuit, depuis mon point d'observation caché dans l'ombre. J'avais une vue parfaite et grand angle de toute la fête. J'étais assis là et j'ai regardé l'enfant chéri s'imprégner de l'adoration. J'ai regardé mon père, Desmond, se lever, teinter son verre, et donner un toast émotionnel et larmoyant à Teren, le qualifiant publiquement de l'orgueil et la joie absolue de l'héritage familial. J'ai regardé ma mère, Deline, envelopper Sabine de ses bras, versant de fausses larmes et l'accueillant dans ce qu'elle appelait fièrement une famille bâtie sur l'amour pur, inconditionnel et un soutien infini. L'hypocrisie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Alors que l'horloge murale sonnait enfin 9 heures, quelque chose de fondamental bascula dans mon cerveau. Le dernier lambeau de loyauté aveugle et désespéré que je portais pour ces gens s'évapora dans l'air. La profonde tristesse qui m'avait hanté toute ma vie était complètement partie. Instantanément remplacée par un calme terrifiant, glacial et calculateur. Mon cerveau de logisticien, la partie même de moi qui analysait impitoyablement les modèles économiques défaillants et résiliait les mauvais contrats, prit complètement le contrôle de ma conscience. J'ai regardé les gens rire à la table principale, sirotant leur vin coûteux, et j'ai définitivement cessé de les voir comme ma famille. Je les ai vus exactement pour ce qu'ils étaient. Ils étaient un investissement financier terrible et épuisant, un passif toxique à haut risque, une mauvaise dette qui devait être liquidée agressivement et immédiatement. J'en avais officiellement fini d'être leur filet de sécurité. J'en avais fini d'être la fondation sur laquelle ils marchaient pour atteindre leur fausse hauteur. Je suis resté dans l'ombre, sirotant lentement mon eau du robinet tiède, attendant patiemment le moment inévitable que je savais venir. Et, bien sûr, juste après que le personnel eut débarrassé les assiettes de dessert vides,
les serveurs apportèrent un gâteau massif, ridicule, à plusieurs étages, entièrement recouvert de paillettes d'or comestibles. Et marchant juste derrière ce gâteau se trouvait le directeur général du restaurant. Il tenait un élégant porte-document en cuir noir serré dans ses mains. L'addition était enfin arrivée. Les règles du jeu étaient sur le point de changer définitivement, et pour la première fois de ma vie, je détenais toutes les cartes gagnantes. Êtes-vous prêt à voir comment cette confrontation finale se déroule? Le directeur du restaurant, un homme grand dans un costume noir élégant, se dirigea directement en bout de la longue table et déposa respectueusement le porte-document en cuir noir sur la table, juste devant Teren. Ce dernier ne prit même pas la peine de l'ouvrir. Il ne regarda même pas le reçu à l'intérieur. Il laissa simplement échapper un rire fort et odieux, agita la main de manière désinvolte en l'air, et pointa son index droit au-delà de la foule, visant directement le coin sombre et rempli de poubelles où j'étais assis. Donnez l'addition au gars assis près des ordures là-bas, dit Teren à voix haute, projetant intentionnellement sa voix pour s'assurer absolument que Gideon, Sabine et tous les invités fortunés l'entendent fort et clair. Sa carte d'entreprise premium est déjà dans votre système grâce au dépôt. C'est lui qui paie toute l'addition pour nous ce soir. Le directeur se figea. Il avait l'air incroyablement confus et profondément mal à l'aise. Il essuya une petite perle de sueur de son front, reprit le porte-document en cuir. Il se détourna lentement de la table lumineuse et magnifiquement décorée de fleurs, et commença la longue et gênante marche vers ma chaise en plastique sale, près des portes de la cuisine. Toute la pièce redevint complètement silencieuse. La musique sembla s'estomper. 40 têtes se tournèrent simultanément pour regarder le spectacle se dérouler. Le directeur me rejoignit finalement et s'éclaircit nerveusement la gorge. « Excusez-moi, monsieur, dit-il doucement, baissant les yeux sur mon coûteux costume bleu marine sur mesure, puis jetant un coup d'œil de côté à l'énorme poubelle industrielle juste à côté de ma jambe. Le coût total pour l'événement privé de ce soir est de 9200 $. Souhaitez-vous que je débite la carte que nous avons en dossier pour le montant final? » Je ne sciais pas. Je ne rompis pas le contact visuel avec le directeur nerveux. Je me levai lentement, délibérément, de la chaise en plastique. J'ai levé la main et ajusté calmement les boutons de ma veste de costume, lissant le tissu, m'assurant d'avoir l'air parfaitement composé et totalement en contrôle. Puis, j'ai fait un pas lent et mesuré en avant, sortant de l'ombre du coin et entrant pleinement dans la lumière tamisée et romantique de la salle à manger principale. Ma voix, quand j'ai finalement parlé, était stable, profonde et limpide. Elle résonna sur les baies vitrées et les lustres en cristal. Ma carte de crédit n'était autorisée qu'à garantir le dépôt initial de la salle, ai-je dit, m'assurant que chaque syllabe frappa l'air silencieux comme un lourd marteau. Comme le marié vient d'annoncer fort et fièrement à tout le monde dans cette pièce, je ne suis pas de la famille. Je ne suis pas un VIP. On ne m'a même pas fourni de chaise basique à votre table. J'ai été assis à côté d'une poubelle pendant 2 heures d'affilée. Je n'ai pas mangé une seule bouchée de votre coûteux steak à la truffe. J'ai bu exactement un verre d'eau du robinet. J'ai fait une pause, tournant lentement la tête pour croiser directement le regard de Teren. Son sourire suffisant disparut instantanément, remplacé par un regard de panique soudaine. Son visage devint complètement, horriblement pâle. J'ai déplacé mon regard vers ma mère, Deline, dont la mâchoire était tombée, d'une horreur pure et non dissimulée, alors qu'elle réalisait ce qui se passait. J'ai regardé Gideon, le charpentier autodidacte et travailleur, dont les épais sourcils étaient soudainement froncés d'une profonde confusion en colère, alors qu'il regardait alternativement Teren et moi. Ne demandez pas aux sans-abri dans le coin de payer 9200 $ pour financer votre luxe, ai-je dit, ma voix dégoulinant d'un venin glacial et absolu. Je ne paierai pas un seul centime de cette facture. Ce n'est pas ma table. J'ai lentement glissé la main dans la poche intérieure de ma veste de costume, j'en ai sorti un billet de 5 $ net et froissé, et je l'ai déposé doucement sur la chaise en plastique. C'est pour l'eau du robinet, ai-je dit au directeur, lui faisant un hochement de tête poli. Je me suis penché, j'ai ramassé la boîte en cristal baccarat, j'ai fait fermement demi-tour, et je me suis dirigé droit vers la sortie. Je n'ai pas regardé en arrière, pas même une seconde. Alors que les lourdes portes en verre du restaurant se refermaient derrière moi, le silence absolu dans la salle à manger se brisa finalement en 1000 morceaux. J'ai entendu ma mère laisser échapper un cri strident, hystérique et paniqué. J'ai entendu des chaises grinçant frénétiquement contre le parquet, mais j'ai continué à marcher. Je suis entré dans l'ascenseur, les lourdes portes métalliques se refermant, coupant complètement le chaos d'en haut.
La punition ne faisait que commencer, mais j'avais encore du travail à faire. L'air frais et froid de la nuit me frappa le visage comme une éclaboussure rafraîchissante d'eau, dès que je sortis du hall du restaurant. Pour la première fois en 34 ans, je sentais que je pouvais enfin prendre une grande respiration profonde. J'ai donné un pourboire au voiturier, suis monté dans ma voiture et suis rentré chez moi à travers les rues de la ville. Je ne roulais pas vite. Je ne frappais pas le volant ni ne criais de frustration. J'étais parfaitement, terrifiante calme. Mon esprit était complètement clair. Je suis arrivé à mon appartement en gratte-ciel à 9h45. Je suis entré, j'ai enlevé ma veste de costume, l'ai drapée soigneusement sur une chaise de salle à manger, et je me suis dirigé directement vers mon cabinet à liqueur. Je me suis servi 2 doigts de scotch vieilli coûteux, laissant le liquide ambré chaud brûler lentement ma gorge. Puis, je suis allé à mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il était enfin temps de couper systématiquement les cordons financiers qui m'étouffaient depuis des années. Je me suis connecté directement à mon portail bancaire principal. L'écran s'est illuminé dans la pièce sombre, affichant des colonnes de chiffres et des comptes liés. Je me suis mis au travail avec l'efficacité impitoyable d'un liquidateur d'entreprise. Clic. J'ai supprimé ma carte de crédit premium du compte Apple Pay de Terren, coupant instantanément ses dépenses quotidiennes. Clic. J'ai supprimé mes informations de paiement de son profil Uber Premium. Clic. Je me suis connecté au portail d'assurance auto et j'ai complètement et définitivement annulé la police d'assurance tout risque premium que je payais pour la BMW de luxe. Qu'il se débrouille pour conduire illégalement. Ou mieux encore, qu'il prenne le bus. Puis vint le plus grand et le plus satisfaisant coup de la nuit. Il y a des années, j'avais mis en place un compte d'épargne commun à rendement élevé pour mes parents, strictement destiné à être utilisé uniquement pour des urgences médicales extrêmes ou des réparations de la maison. Mais je connaissais l'horrible vérité. Je savais que ma mère siphonnait régulièrement de l'argent pour financer le mode de vie ridicule et somptueux de Terren et ses faux voyages d'affaires. J'ai ouvert les détails du compte sur l'écran. Il y avait exactement 15 000 $ qui y généraient des intérêts. Sans hésiter une seule fraction de seconde, j'ai transféré la totalité des 15 000 $ de ce compte commun et je les ai déplacés directement vers un compte privé, hautement sécurisé, à mon seul nom. J'ai affiché une feuille de calcul des dépenses cachées que j'avais méticuleusement mise à jour sur mon disque dur depuis des années. J'ai mis en surbrillance les colonnes et j'ai utilisé la formule de somme. Le logiciel a calculé les chiffres instantanément. Au cours des 4 dernières années seulement, j'avais subventionné secrètement le faux mode de vie aisé de ma famille à hauteur de 48 000 $. 48 000 $. J'ai fixé cet énorme chiffre sur l'écran lumineux. Cette nuit, cette fontaine de billets sans fin s'était complètement tarie. Le solde que je devais aux personnes qui partageaient mon nom de famille était officiellement de 0. Si mon histoire résonne en vous et que vous comprenez, au plus profond de vous, pourquoi j'ai finalement dû couper impitoyablement le cordon financier avec ma famille toxique, veuillez envisager de soutenir la chaîne. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous, et faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous de quelle ville, État ou pays vous regardez cette vidéo. Chaque interaction aide l'algorithme de YouTube à pousser ces histoires vers plus de personnes qui pourraient traverser exactement le même cauchemar. J'ai fermé l'ordinateur portable d'un claquement satisfaisant, fini la dernière goutte de mon scotch, éteint les lumières, et suis allé me coucher. Mon téléphone est resté complètement silencieux pendant quelques heures. J'ai dormi comme un bébé, aucunement troublé par la culpabilité. Mais la paix et la tranquillité profonde dans mon appartement n'étaient que temporaires, car à exactement 2 heures du matin, l'énorme bombe financière que je venais de lâcher avait finalement détonné, et mon téléphone commença à vibrer violemment sur la table de chevet en bois. Les retombées catastrophiques réelles étaient sur le point de commencer. Le silence absolu de mon appartement fut finalement rompu à exactement 2 heures du matin. J'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond sombre, complètement éveillé. Je ne ressentais pas une once de culpabilité, mais l'adrénaline de la soirée pompait encore dans mes veines. Soudain, mon téléphone, posé sur la table de chevet en bois à côté de moi, commença à vibrer. Il ne vibra pas seulement 1 ou 2 fois. Il se mit à vibrer violemment et continuellement, glissant sur le bois comme un insecte frénétique et piégé. L'écran lumineux éclaira la chambre sombre d'une lumière blanche dure et aveuglante. Je me suis redressé, me suis frotté les yeux et j'ai pris l'appareil. L'écran de verrouillage était complètement inondé de notifications.
Il y avait 12 appels manqués de ma mère, de Lynn, et 7 de mon père, Desmond. Sous les appels manqués se trouvait une avalanche absolue de messages textes déchaînés et paniqués. J'ai déverrouillé le téléphone et j'ai ouvert le chat familial. Les messages de ma mère étaient un chaos désordonné de fautes de frappe, de majuscules et de pure rage. « Tu es un monstre absolu », écrivit-elle. « Comment as-tu pu humilier ta propre chair et ton propre sang devant Gideon comme ça? Tu as tout ruiné. Nous avons dû rester dans le bureau du directeur pendant 1 heure. Ton père et moi avons littéralement dû signer un billet à ordre juridiquement contraignant avec le restaurant parce que toutes les cartes de terrain ont été refusées. Il pleure dans la chambre d'amis en ce moment. Tu as détruit son mariage par pure jalousie amère. Mon père n'envoya qu'un seul message, mais il était tout aussi pathétique. Tu dois appeler le restaurant demain matin, t'excuser auprès du directeur et payer immédiatement cette facture de $9200. Alden, nous sommes une famille. Nous ne nous faisons pas ça les uns aux autres. J'ai lu les messages 2 fois. Je n'ai pas tapé de réponse. Je ne ressentais même plus de colère. Je ressentais juste un sentiment accablant de pitié pour 2 personnes qui étaient si profondément endoctrinées par leur propre enfant chéri, qu'elles ne pouvaient pas voir la vérité qui leur sautait aux yeux. J'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai reposé sur la table de chevet, ayant l'intention de finalement m'endormir. Mais moins de 30 secondes plus tard, le téléphone s'est rallumé. Cette fois, ce n'était pas un message texte. C'était un appel entrant d'un numéro complètement inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré à 2 heures du matin, mais quelque chose au fond de moi me dit de répondre. J'ai appuyé sur le bouton vert et j'ai porté le téléphone à mon oreille. « Allô » ai-je dit, ma voix rauque à cause de l'heure tardive. Il y eut un silence lourd et tremblant à l'autre bout du fil. J'entendis le bruit faible d'eau qui coule en arrière-plan et quelqu'un respirant très irrégulièrement. Finalement, une petite voix tremblante parla. « Alden, c'est toi. » C'était Sabine, la belle et naïve fiancée de Terren. Elle semblait absolument dévastée. « Oui, Sabine, c'est moi » ai-je répondu, me redressant un peu plus contre la tête de lit. « Tu vas bien? Où es-tu? » Je me cache dans la salle de bain de mon appartement, murmura-t-elle, sa voix se brisant alors qu'elle retenait un sanglot. J'avais juste besoin de te demander quelque chose, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Demande-moi n'importe quoi, ai-je dit doucement. Terren vient de rentrer à la maison, en panique absolue, sanglota-t-elle doucement. Il m'a dit que la seule raison pour laquelle la facture du restaurant avait été refusée était que tu étais follement jaloux de son succès. Il a dit que tu avais, en quelque sorte, piraté ses comptes et gelé malicieusement son énorme fonds d'investissement en crypto-monnaie juste pour l'embarrasser devant mon père. Alden, s'il te plaît, dis-moi la vérité. Est-ce pour ça qu'il n'a pas pu payer? Retiens-tu vraiment son argent de crypto-monnaie en otage? J'ai fermé les yeux et j'ai laissé échapper une longue, lente respiration. L'audace pure et simple de mon frère était presque impressionnante. Même en se tenant au milieu des décombres fumants de sa propre vie, il fabriquait encore des mensonges élaborés et désespérés. Sabine, ai-je dit, m'assurant que mon ton était complètement calme et doux. Terren n'a pas de fonds d'investissement en crypto-monnaie. Il n'en a jamais eu. Il est complètement au chômage depuis les 14 derniers mois. J'ai entendu un halètement aigu et douloureux à l'autre bout du fil, mais j'ai continué. Mais ses voyages d'affaires. Il m'a montré les soldes de son portefeuille. Il m'a acheté une énorme bague de fiançailles en diamant sans défaut. Je suis vraiment désolé d'être celui qui doit te dire cela, Sabine, ai-je poursuivi, prononçant la froide et dure vérité dans la pièce sombre. Les soldes de portefeuille qu'il t'a montrés étaient de fausses captures d'écran. Ces voyages d'affaires ont été payés par ma mère. Et cette bague en diamant sans défaut, qui est à ton doigt en ce moment, il l'a achetée en utilisant un compte médical d'urgence commun. Il a secrètement puisé l'argent que j'avais personnellement mis de côté pour payer les coûteux médicaments contre la tension artérielle et les visites à l'hôpital de mon père. Terren n'est pas un riche fondateur de technologie. C'est un homme adulte qui vit de l'argent que j'ai aveuglément donné à mes parents au cours des 4 dernières années. Il n'y eut aucune réponse. Le seul son provenant du haut-parleur fut le son déchirant du téléphone glissant de la main de Sabine et claquant sur les carreaux durs de la salle de bain. J'entendais ces sanglots incontrôlables en arrière-plan. La grande et brillante illusion de Terren le milliardaire venait de s'effondrer complètement. Un énorme domino venait de tomber et je savais que la réaction en chaîne serait imparable.
Mais la plus grande tempête n'allait pas venir d'une mariée en pleurs. Le véritable ouragan allait frapper à la porte de mon bureau tôt le lendemain matin. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures, j'ai fait une course rapide, j'ai pris une douche et je me suis rendu directement à mon entreprise de logistique. Je suis arrivé au bureau à 7h30, j'ai pris un grand café noir et je me suis assis à mon bureau. Les immenses tableaux blancs tapissant les murs de mon bureau étaient couverts de routes complexes de chaînes d'approvisionnement et d'algorithmes d'expédition. C'était mon sanctuaire. C'était un endroit où les émotions n'avaient pas d'importance, où les données étaient reines, et où la vérité se trouvait toujours dans les chiffres. À exactement 8 heures, la porte de mon bureau s'ouvrit avec une force si soudaine et agressive qu'elle claqua bruyamment contre le mur. Ma jeune assistante se tenait dans le couloir, l'air complètement terrifié. Juste derrière elle, remplissant tout l'encadrement de la porte, se tenait Gideon Langdon. Le père de Sabine ressemblait à un nuage d'orage prêt à frapper. Il portait de lourdes bottes de travail, un jean foncé et une épaisse veste en toile. Il n'avait pas l'air d'un riche magnate de quincaillerie. Il ressemblait au charpentier dur et robuste qu'il était auparavant. Son visage était rouge écarlate et sa lourde mâchoire était si fortement serrée que je pensais que ses dents pourraient se briser. « Dégage !» aboya Gideon par-dessus son épaule à ma pauvre assistante. Elle s'éloigna immédiatement, refermant la porte derrière lui. Gideon se tenait au centre de mon bureau, me regardant d'un air féroce alors que j'étais assis calmement derrière mon bureau. Je ne sciais pas. Je ne me levais pas agressivement. Je me contentais de prendre une gorgée de mon café noir et de pointer la chaise d'invité en cuir en face de moi. « Bonjour, Gideon. Veuillez vous asseoir. » « Je ne suis pas ici pour m'asseoir, Alden, » grogna-t-il, s'approchant de mon bureau, posant ses mains massives et calleuses à plat sur le bois poli. Ma fille est venue chez moi à 3 heures du matin, pleurant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Elle m'a donné sa bague de fiançailles et m'a raconté une histoire très folle, très troublante, à propos de ton frère puisant dans les fonds médicaux. Mais 1 heure plus tard, Terence s'est présenté à ma porte d'entrée, frappant le bois comme un maniaque. « Oh » ai-je demandé, haussant un sourcil. « Et qu'est-ce que Terence ?»« Il a juré sur la vie de sa mère que vous êtes gravement malade mentalement, » cracha Gideon, ses yeux cherchant sur mon visage le moindre signe de tromperie. Il a affirmé, vous avez été jaloux de lui de manière obsessionnelle depuis l'enfance. Il a dit que vous aviez fabriqué tout ce mensonge sur sa ruine juste pour saboter son mariage et que vous essayiez activement de lui voler son entreprise. Or, je suis un homme qui déteste les menteurs plus que toute autre chose au monde. Je construis des choses de mes propres mains. Alors, vous allez me donner la vérité absolue et sans phare tout de suite. Alden, lequel de vous deux est l'escroc? Je n'offris pas de longues explications émotionnelles. Je n'essayais pas de défendre passionnément mon caractère. Je suis directeur logistique. Je parle couramment les données. J'ai calmement posé ma tasse de café, j'ai déverrouillé le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti une épaisse et lourde pile de papiers imprimés. C'était un tableur Excel de 15 pages imprimées en couleur. J'étais resté éveillé tard, m'assurant que chaque colonne était parfaitement formatée. J'avais pris un surligneur jaune vif et marqué des dizaines de lignes de transactions spécifiques. J'ai fait glisser l'épaisse pile de papier sur le bureau jusqu'à ce qu'elle s'arrête contre les mains rugueuses de Gideon. « Je n'attends pas que tu me croies sur parole, Gideon, » ai-je dit doucement. Les hommes peuvent mentir. Les chiffres, non. Gideon baissa les yeux sur les papiers, ses épais sourcils se froncèrent. Il ramassa la pile et commença à lire les lignes surlignées. J'ai regardé ses yeux scanneurs les données. Ligne 1, virement de $1200. Note de mémo, paiement du loyer parce qu'il est à court ce mois-ci. Ligne 2, virement de $800. Note de mémo, facture de réparation de la BMW. Ligne 3, un retrait massif de $7000 du compte d'épargne médicale commun. La date exacte correspondait à la semaine où Terence était censé s'être envolé pour Dubaï en voyage d'affaires pour acheter la bague de fiançailles de Sabine. Je me suis reculé sur ma chaise et j'ai observé la transformation se produire en temps réel. Gideon était un homme qui avait bâti un empire en suivant méticuleusement les stocks et les coûts. Il savait lire un grand livre. Il tourna à la 2e page, puis à la 3e, puis à la 4e. À chaque page qu'il tournait, la couleur rouge profond et en colère s'écoula lentement de son visage, remplacée par une expression de pur dégoût froid. Il vit les milliers et les milliers de dollars que j'avais déboursés pour maintenir à flot la fausse personne du milliardaire.
Il atteignit la dernière page où le grand total était en gras, en encre noire, 48 000 $. Gideon baissa lentement les papiers. La posture agressive et menaçante avec laquelle il était entré avait complètement disparu. Il me regarda et, pour la première fois de ma vie, une figure paternelle plus âgée me regarda avec un respect authentique et profond. « Ton frère est un parasite, » dit Gideon, sa voix tombant à un murmure bas et dangereux. « Et tes parents sont ceux qui le nourrissent. » J'ai fait un lent hochement de tête solennel. « Oui, monsieur, ils le sont. Mais depuis hier soir, la banque est définitivement fermée. » Gideon empila soigneusement les papiers, les plia en deux et les fourra profondément dans la poche de sa veste en toile. Il se tourna vers la porte, s'arrêtant, la main sur la poignée en laiton. Il me regarda par-dessus son épaule. « Tu es un homme solide et décent, Alden, » dit-il fermement. « C'est une sacrée honte que tu sois né dans une famille de sangsues. Bonne journée de travail. » Alors que Gideon sortait de mon bureau, je savais avec une certitude absolue que le somptueux grand mariage de l'année était officiellement mort et enterré. Mais l'humiliation publique pour ma famille n'avait même pas encore atteint son apogée. À midi, le même jour, mon téléphone se remit à vibrer, mais cette fois-ci, ce n'étaient pas des messages textes ni des appels téléphoniques. C'était un flot incessant de notifications sur les réseaux sociaux. Pendant que j'étais occupé au travail à gérer un réseau logistique, ma mère, Deline, était occupée à mener une campagne de diffamation. Elle avait déversé toute sa fureur et sa panique directement sur Facebook, déclenchant une publication dramatique massive conçue pour rallier les troupes. Dans ma famille, nous avons un vaste réseau de tantes, oncles et cousins éloignés qui vivent pour les ragots. Sur Reddit, ils sont communément appelés les « singes volants », les personnes qui font aveuglément le sale travail du narcissique. Et ma mère les manipulait comme un grand piano. J'ai ouvert l'application Facebook et j'ai lu sa publication. C'était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle et de victimisation. Elle disait « Mon cœur est complètement brisé en 1 million de morceaux aujourd'hui. Hier soir était censé être le moment le plus heureux de la vie de mon plus jeune fils. Au lieu de cela, mon fils aîné, Alden, a eu une énorme crise de jalousie et de colère au restaurant. Il nous a publiquement hurlé dessus, a abandonné sa propre chair et son propre sang, et a laissé ses parents vieillissants avec une facture énorme et paralysante que nous devons maintenant payer en contractant des prêts. Je ne comprends pas où j'ai mal agi en l'élevant. Veuillez prier pour notre famille pendant cette sombre trahison. » La section des commentaires était un véritable brasier de fureur. Les singes volants étaient descendus immédiatement. Ma cousine Martha écrivit « Je suis tellement dégoûtée. Comment un fils peut-il abandonner sa propre mère comme ça ?» Mon oncle Bob renchérit « Alden a toujours pensé qu'il était meilleur que le reste d'entre nous parce qu'il porte un costume élégant. Sale gosse égoïste. » Les notifications apparaissaient comme une machine à sous distribuant un jackpot. Elle déchirait mon personnage en lambeaux, me traitant de traître, de sociopathe et de terrible fils. J'ai plané mon pouce au-dessus de l'écran, débattant si je devais répondre. Je savais qu'argumenter avec une foule de singes volants était inutile. Mais je n'ai pas eu à lever le petit doigt, car avant même que je puisse taper une seule lettre, l'allié ultime est entré sur le champ de bataille numérique, tante Rowena. Rowena était la sœur cadette de ma mère. C'était une comptable senior de 56 ans, avec des lunettes acérées, une langue acérée, et absolument aucune tolérance pour les bêtises. Elle avait toujours été le mouton noir de sa génération parce qu'elle refusait de jouer au faux jeu de famille de ma mère. Elle voyait à travers tout, et plus important encore, elle m'avait aidé à déclarer mes impôts complexes il y a quelques mois. Elle savait exactement où mon argent était allé. Tante Rowena a laissé un seul et énorme commentaire, tout en haut de la publication larmoyante de ma mère. Elle n'a pas seulement apporté des mots, elle a apporté les preuves numériques. Elle a joint une capture d'écran fortement floutée d'un relevé de virement bancaire, masquant les numéros de compte sensibles, mais laissant clairement les noms et les montants en dollars complètement visibles. Le commentaire disait « Deline, tu as beaucoup de culot à traiter qui que ce soit de traître dans ce monde. Tu veux parler d'être abandonné ? Parlons de qui a payé ta facture d'électricité résidentielle depuis les 24 derniers mois consécutifs. Parlons des 2000 $ que tu as pleuré et supplié de te prêter le mois dernier pour une thérapie physique d'urgence, et que je viens de découvrir que tu as utilisé pour acheter des billets VIP pour les séries éliminatoires de baseball pour tes reines. Alden a porté financièrement toute cette misérable famille sur son dos fatigué pendant 5 années consécutives.
L'homme assis à la table VIP hier soir est un parasite fauché et sans emploi qui porte des costumes payés par la sueur de son frère et qui a ensuite l'audace absolue de jeter son frère dans la zone des poubelles. Tu devrais avoir profondément honte de te qualifier de mère. Retire cette publication poubelle avant que je ne publie le reste des relevés bancaires. J'ai fixé l'écran de mon téléphone dans un pur émerveillement. Tante Roona avait lâché une bombe nucléaire en plein milieu de la cour familiale. J'ai rafraîchi la page pendant 3 minutes. Rien ne s'est passé. Et puis, lentement, la section des commentaires chaotiques s'est complètement éteinte. Ma cousine Martha a supprimé son commentaire. Mon oncle Bob est soudainement resté silencieux. Les singes volants ont réalisé qu'ils avaient soutenu un menteur. 5 minutes après que le commentaire de Tante Roona ait été mis en ligne, la publication Facebook entière a complètement disparu. Ma mère l'avait supprimé par pure honte humiliante. Le masque était arraché et toute la famille élargie a enfin vu l'horrible vérité nue. Merci d'être resté avec mon histoire jusqu'ici. Laissez un commentaire avec le mot « toujours là » pour que je sache que vous avez réussi. C'est notre petit insigne secret et je likerai et répondrai à tous ceux qui en laisseront un. La guerre numérique était gagnée, mais les conséquences dans le monde réel s'abattaient sur Terren plus vite qu'un train de marchandises en fuite. Tout son empire factice s'effondrait d'heure en heure, et il était sur le point d'atteindre le fond du baril en un temps record. La vitesse à laquelle le karma opère lorsque la vérité éclate est vraiment une chose terrifiante et magnifique à observer. Au cours des 48 heures suivantes, le château de sable scintillant et soigneusement construit de mon frère s'est complètement et totalement effondré. Il ne s'est pas seulement effrité. Il a été agressivement rasé au sol. Je n'ai rien eu à faire d'autre. Je me suis simplement assis dans mon appartement, je suis allé à mon travail de logisticien, et j'ai écouté les mises à jour arrivant par le bouche à oreille. Cela a commencé avec Gideon. Fidèle à sa nature robuste et pragmatique, Gideon n'a pas seulement annulé discrètement le mariage. Il est passé à l'offensive absolue le mardi matin. Les avocats de son entreprise ont rédigé et envoyé une assignation légale brutale à la maison de mes parents. Parce que mes parents avaient officiellement signé les contrats de la salle, agissant comme garant financier de Terren, Gideon les poursuivait formellement pour récupérer l'énorme acompte de 50% qu'il avait déjà versé au grand salon de bal et aux traiteurs de luxe. Il refusa de perdre le moindre sou face à une famille d'escrocs. Puis vint la riposte rapide et impitoyable de Sabine. Sabine était jeune, mais elle n'était pas stupide. Une fois le voile levé, elle agit avec une efficacité brutale. L'appartement de luxe du centre-ville qu'il partageait était entièrement à son nom, payé par un fonds fiduciaire que son père avait établi. Le mercredi après-midi, pendant que Terren était censément en train d'assister à une fausse réunion d'investisseurs, Sabine a emballé tout ce qu'il possédait. Elle a fourré ses costumes en velours, son coûteux parfum et ses ridicules chaussures de designer dans de simples sacs poubelles noirs en plastique. Elle les a traînés dans le couloir et les a littéralement déversés juste devant les portes d'entrée de l'immeuble, sur le trottoir sale. Elle a changé les serrures électroniques, bloqué son numéro de téléphone et laissé la bague en diamant dans une enveloppe sur les sacs poubelles. La cerise sur le gâteau, glorieuse et finale, a eu lieu le jeudi matin. Puisque j'avais définitivement annulé l'assurance auto premium de la BMW de luxe de Terren et parce qu'il avait 3 mois de retard sévère sur ses remboursements de prêts réels, la banque ne perdit pas de temps. Un camion de remorquage lourd s'arrêta juste au trottoir où Terren essayait frénétiquement de fourrer ses sacs poubelles dans le coffre. 2 hommes massifs sortirent, attachèrent des chaînes à l'essieu avant de la belle BMW brillante, et l'emmenèrent juste devant lui. En l'espace de littéralement 4 jours, le grand fondateur de technologie arrogant et visionnaire des crypto-monnaies avait perdu sa riche fiancée, son appartement pantouse de luxe, sa coûteuse voiture de sport et toute sa fausse réputation. Toutes ses cartes de crédit furent refusées. Il n'avait pas d'argent, pas d'actifs, et pas de transport. Quand il commença à pleuvoir à verse une pluie glaciale ce soir-là, il essaya de commander un Uber pour le conduire à un motel bon marché, mais l'application rejeta son compte parce que ma carte n'y était plus attachée. Il fut contraint de traîner des sacs poubelles mouillés pleins de vêtements dans la rue comme un vagabond. Il était passé de la table VIP au fond du baril. J'ai passé mon week-end à profiter de la paix et de la tranquillité profonde. Je suis allé à une librairie locale, j'ai acheté un café chaud, et j'ai réellement lu un roman pour la première fois depuis des mois. Je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis une décennie. Je pensais que le drame était enfin terminé. Je pensais que ma famille s'éclipserait de honte et ne me dérangerait plus jamais.
Mais j'avais sous-estimé leur pur et délirant désespoir. Les narcissiques n'acceptent pas la défaite avec grâce. Quand ils sont acculés, ils essaient de ramper vers la seule source d'énergie qu'ils connaissent. Il était 11 heures, un sombre et glacial dimanche soir. Le vent hurlait dehors, contre la fenêtre de mon appartement, fouettant de lourdes nappes de pluie froide contre la vitre. J'étais assis sur mon canapé dans un pantalon de survêtement confortable, regardant un documentaire, lorsque le carillon aigu et perçant de mon interphone résonna dans le salon. J'ai froncé les sourcils, mettant la télévision en pause. Je n'attendais ni colis ni visiteur. J'ai marché vers le moniteur de sécurité numérique monté au mur, près de la porte, et j'ai tapé sur l'écran pour activer la caméra du couloir. L'image s'anima, en vision nocturne granuleuse en noir et blanc. Debout juste devant ma lourde porte en chêne, frissonnant violemment dans le couloir froid, se trouvaient 3 silhouettes distinctes. Mon père, Desmond, regardait ses chaussures trempées. Ma mère, Deline, avait l'air complètement hagard, tenant une boîte en carton pathétique, trempée par la pluie, qui semblait contenir un gâteau fait maison, bon marché et brûlé. Et se tenant légèrement derrière eux, ressemblant à un rat misérable et noyé dans une veste de designer ruiné, se trouvait Terren. L'arrogance avait complètement disparu de son visage. Il n'y avait pas de sourire suffisant. Il n'y avait pas de doigts pointés. Il avait juste l'air totalement pathétique. L'enfant chéri et ses complices étaient finalement venus affronter le fils invisible. Je suis resté dans mon appartement chaud et sec, fixant le moniteur de sécurité pendant une longue et silencieuse minute. Une partie de moi, la vieille partie traumatisée qui avait passé 34 ans à désespérer de leur approbation, ressentait une minuscule et pathétique envie d'ouvrir grand la porte et de les laisser entrer à l'abri du froid. Mais ensuite, je me suis souvenu du son aigu de cette assiette en porcelaine se brisant sur le sol du restaurant. Je me suis souvenu de l'odeur de la poubelle. Je me suis souvenu du regard froid et dédaigneux dans les yeux de ma mère, quand elle m'avait dit d'aller m'asseoir à l'arrière. La minuscule envie de les aider disparut instantanément, remplacée par un mur d'acier solide. J'ai tourné lentement le pêne dormant, le lourd métal claquant bruyamment dans le couloir silencieux, mais je n'ai pas déverrouillé la lourde chaîne de sécurité en laiton. J'ai ouvert la porte en chaîne de quelques centimètres, m'arrêtant brusquement lorsque la chaîne se tendit. Une rafale d'air froid et humide s'engouffra dans mon salon. Le visage de ma mère s'illumina instantanément d'un sourire désespéré, incroyablement faux, desquels vit mon visage à travers l'étroite fente. « Oh, Alden, Dieu merci, tu es éveillé, souffla-t-elle, sa voix tremblant de froid. Ses cheveux étaient collés sur les côtés de son visage. « Nous t'avons apporté un gâteau, mon chéri. Pouvons-nous, s'il te plaît, entrer? Nous gelons dehors ici. » Je n'ai pas tendu la main vers la boîte à gâteaux. J'ai gardé ma main fermement sur le bord de la porte, les regardant à travers l'étroite fente. La chaîne est restée exactement où elle était. « Pourquoi êtes-vous ici ?» ai-je demandé, ma voix complètement dépourvue de toute émotion. Mon père, Desmond, se déplaça inconfortablement, évitant mes yeux. « Alden, fiston, s'il te plaît, ne sois pas comme ça, marmonna-t-il faiblement. Les choses ont vraiment mal tourné. Terren n'a pas d'endroit où dormir ce soir. Sabine l'a mis dehors et la banque a pris sa voiture. Nous faisons face à ces avocats fous de Gideon. Nous avons vraiment besoin que tu te connectes au portail bancaire et que tu réactives les cartes de crédit. Juste pour un mois, fiston, juste pour nous aider à nous remettre sur pied. Nous sommes une famille, Alden. Nous devons prendre soin les uns des autres pendant les moments difficiles. J'ai regardé de mon faible père à ma mère manipulatrice. Et enfin, mes yeux se posèrent directement sur Terren, le grand VIP. Il frissonnait, fixant le sol, refusant absolument de me regarder dans les yeux. La dynamique du pouvoir avait complètement et définitivement basculé. La balance avait agressivement penché et je portais tout le poids. « Vous voulez que j'ouvre la porte et que je vous donne ma carte de crédit ?» ai-je demandé, gardant ma voix dangereusement basse et régulière. « Oui, s'il te plaît, Alden, » supplia ma mère, les larmes se mêlant à l'eau de pluie sur ses joues. « Aide juste ton frère. Il est en crise. » Je me suis penché d'un centimètre plus près de la fente de la porte, fixant mon regard exclusivement sur Terren. Je me suis assuré qu'il ressente tout le poids écrasant de mes mots. « Tu m'as dit que je n'étais pas de la famille, Terren, » ai-je dit lentement, répétant ces mots exacts du restaurant. « Tu m'as dit que cette table était réservée aux VIP seulement. » Eh bien, devine quoi?
Les VIP ne se présentent pas trempés à minuit, mendiant de l'argent aux gars qu'ils ont forcés à s'asseoir à côté de la poubelle. Teren a finalement levé les yeux. Ses yeux étaient rouges et sa mâchoire tremblait. Alden, mec, s'il te plaît, murmura-t-il. Je suis désolé. Laisse-moi juste dormir sur ton canapé. Je n'ai rien. Tu as 2 mains et 2 jambes qui fonctionnent, ai-je répondu, mon ton glacial et résolu. Il y a une station-service ouverte 24 heures sur 24, à 3 pâtés de maison. J'ai vu une pancarte dans leur fenêtre hier disant qu'ils recrutaient d'urgence des caissiers de nuit. Si tu commences demain, tu pourrais économiser suffisamment d'argent pour payer cette facture de restaurant de $9200 que tu dois. Bienvenue dans le monde réel, Teren. Je suggère que tu apprennes à laver les sols. Alden, hurla ma mère, sa voix résonnant de manière stridente dans le couloir. Tu ne peux pas faire ça. Tu abandonnes ton propre sang. Tu es un monstre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'abandonne personne, ai-je dit calmement. Je suis juste le plan de table que tu as créé. Je n'ai pas ma place à ta table et tu n'as pas la tienne à la mienne. Sans attendre un autre mot, sans une seule once d'hésitation ou de regret, j'ai poussé la lourde porte en chêne complètement fermée. Elle s'est refermée avec un bruit sourd, solide et satisfaisant. J'ai tourné le pêne dormant, verrouillé le loquet inférieur, et me suis reculé. J'ai entendu ma mère crier et frapper ses poings contre le bois. Sa voix étouffait à travers la lourde porte. J'ai entendu mon père essayer de la tirer, mais je m'en fichais. Je me suis éloigné de la porte, je suis allé dans la cuisine, et je me suis préparé une tasse de thé chaud. Le bruit extérieur s'estompa finalement dans le néant. Le contrat toxique était définitivement déchiré. Ma vie m'appartenait enfin vraiment. Cela fait exactement 6 mois depuis cette nuit de dimanche orageuse, et le paysage de mon monde a complètement changé. Les conséquences de ce dîner de fiançailles se sont propagées et ont remodelé la réalité pour toutes les personnes impliquées. Teren n'a jamais eu son entreprise de fantaisie financée, et il n'a jamais récupéré magiquement sa crypto-monnaie inexistante. Poussé par le pur désespoir et la menace des avocats de Gideon, l'enfant chéri a été forcé d'obtenir un vrai travail. Par le bouche à oreille, j'ai appris qu'il travaillait actuellement de nuit dans un immense entrepôt régional, effectuant exactement le même travail brutal et épuisant de levage de boîtes que je faisais quand j'avais 18 ans. J'imagine qu'il a l'air beaucoup moins arrogant dans un gilet de sécurité jaune fluo en sueur qu'il ne l'était dans ses costumes de velours. Mes parents, confrontés à un procès massif de Gideon, et à une montagne de dettes de cartes de crédit impayées que je ne finançais plus secrètement, ont dû faire des changements drastiques. Ils ont été forcés de vendre ma maison d'enfance, la grande maison avec l'allée où la Mustang avait l'habitude de se garer. Ils ont déménagé dans un petit appartement exigu de 2 chambres en périphérie de la ville. La fausse illusion scintillante de leur richesse était complètement brisée et le reste de la famille élargie les traite maintenant comme des parasites absolus grâce à l'honnêteté implacable de tante Rowena. Quant à moi, couper cette énorme tumeur émotionnelle et financière qu'était ma famille a fait des merveilles pour ma vie. Sans le stress constant et le drain financier, ma carrière a décollé. Il y a 2 mois, j'ai été officiellement promu vice-président des opérations de chaîne d'approvisionnement pour toute la division de la côte Est. J'ai acheté une nouvelle voiture. J'ai pris 2 semaines de vacances au Japon, complètement sans culpabilité. Je dors mieux. Je ris plus fort. Et ma poitrine ne se sent plus oppressée par l'anxiété. Hier soir seulement, j'ai décidé de célébrer ma nouvelle promotion. J'ai fait une réservation de dîner pour une fête de 6 personnes. J'ai choisi de l'organiser à l'Obsidian, exactement le même restaurant en rooftop avec les lustres en cristal et le groupe de jazz. Quand je suis arrivé, le directeur m'a immédiatement reconnu. Il m'a personnellement escorté à la plus grande et la meilleure table, au centre absolu de la salle à manger. Je me suis assis en bout de table. Je n'étais pas seul. Assise à ma droite se trouvait tante Rowena, sirotant un martini et riant bruyamment. Assis à ma gauche se trouvait Gideon Langdon. Après le désastre du mariage, Gideon et moi étions restés en contact. Mon entreprise de logistique a récemment signé un contrat massif, très rentable, pour gérer l'expédition et la distribution de tout son empire de quincaillerie. Nous sommes devenus de fantastiques partenaires commerciaux et de véritables amis. Les autres sièges étaient occupés par mes amis les plus proches et les plus fidèles, les personnes qui m'avaient soutenu quand je n'avais rien. J'ai regardé autour du magnifique restaurant. Je n'ai pas regardé le coin sombre près des portes de la cuisine. J'ai regardé les lumières vives,
la nourriture incroyable et les personnes qui m'appréciaient réellement. La prise de conscience m'envahit comme une vague chaude. La vraie maturité ne consiste pas à endurer silencieusement des abus sans fin simplement parce que vous partagez le même ADN avec vos agresseurs. La vraie maturité, c'est savoir exactement quand se lever, quitter une table qui ne vous respecte pas, et construire la vôtre. Alors que le serveur versait le champagne coûteux dans les verres en cristal, mon téléphone vibra doucement dans la poche de mon costume. Je l'ai sorti et j'ai regardé l'écran lumineux. C'était un message texte d'un numéro non enregistré, mais j'ai instantanément reconnu le ton désespéré et manipulateur. Alden, mon chéri, disait le message, Thanksgiving, c'est la semaine prochaine. Notre nouvel appartement est petit, mais j'ai acheté une dinde. S'il te plaît, viens. Je te promets que si tu reviens dans la famille, je te laisserai t'asseoir en bout de table. Tu nous manques. J'ai fixé les mots lumineux pendant quelques secondes. L'ancien Alden, l'enfant solitaire qui voulait désespérément l'amour d'une mère, aurait peut-être ressenti une légère pointe de culpabilité, mais l'homme assis au centre de l'obsidian ne ressentait absolument rien. Je n'ai pas tapé de réponse. J'ai simplement appuyé sur le bouton « Bloquer », supprimé le fil de discussion, et j'ai glissé le téléphone dans ma poche. J'ai levé mon verre de champagne, l'ai teinté contre celui de Gideon, et j'ai pris une longue gorgée satisfaisante. Pensez-vous que j'ai été trop dur d'avoir bloqué, ou ai-je fait ce qu'il fallait pour protéger ma paix? Partagez vos propres expériences familiales ci-dessous. Si vous avez apprécié ce voyage, veuillez liker la vidéo et vous abonner pour d'autres histoires vraies. Restons forts.